Marcel Pagnol, Le château de ma mère. Après l'épopée synégétique des Bartavel, je fus d'emblée admis au rang des chasseurs, mais en qualité de rabatteur et de chien rapporteur. Tous les matins, vers 4 heures, mon père ouvrait la porte de ma chambre et chuchotait « Veux-tu venir ?» Ni les ronflements puissants de l'oncle Jules, ni les hurlements du cousin Pierre qui réclamait son biberon vers les 2 heures du matin n'avaient la force de traverser mon sommeil. Mais le chuchotement de mon père me jetait à bas de mon lit. Je m'habillais dans la nuit, en silence, pour ne pas réveiller notre petit Paul. Et je descendais à la cuisine, où l'oncle Jules, les yeux bouffis et l'air un peu hagard des grandes personnes qui s'éveillent, faisait chauffer le café. Pendant que mon père remplissait les carniers et que je garnissais les cartouchières. Nous sortions sans faire de bruit. L'oncle Jules refermait la porte à double tour, et il allait mettre la clé sur la fenêtre de la cuisine, dont il repoussait les volets. L'aube était fraîche. Quelques planètes apeurées clignotaient, toutes pâles. Sur les barres du plan de l'Aigle, le bord de la nuit aminci était bordé de brumes blanches, et dans la pinède du petit œil, une chouette mélancolique faisait ses adieux aux étoiles. Nous montions, tout le long de l'aurore, jusqu'aux pierres rouges de Redounéou. Mais nous y passions sans bruit, parce que Baptistin, le fils de François, y faisait le poste. Aux ortolans, à grand renfort de vergettes et de glues, il en avait souvent jusque dans les cheveux. Nous arrivions ensuite, marchant dans l'ombre en file indienne, au Jas de Baptiste. C'était une antique bergerie où notre ami François dormait quelquefois avec ses chèvres. Là, sur la longue plaine qui montait vers le Taoumé, les rayons rouges du soleil nouveau faisaient peu à peu surgir les pins, les cades, les messugues. Et comme un navire qui sort de la brume, la haute proue du pic solitaire se dressait soudain devant nous. Les chasseurs descendaient au vallon, tantôt à gauche, dans les escaouprés, tantôt à droite, sur la Garette et Passe-Temps. Pour moi, je suivais le bord du plateau, à 30 ou 40 mètres de la barre. Je rabattais sur eux toutes choses volantes, et quand il m'arrivait de lever un lièvre, je courais vers la pique, et je faisais de grands signaux comme un marin du temps jadis. Alors ils montaient en hâte me rejoindre, et nous traquions sans pitié l'oreillard. Jamais, non jamais, nous ne revîmes une Bartavel. Pourtant, sans en parler, nous les cherchions partout, et surtout dans le ravin sacré de la sublime chasse. Nous en approchions en rampant, à plat ventre sous les kermesses et les agéras, ce qui nous permit souvent de surprendre des perdrix, des lièvres, et même un blaireau, que l'oncle Jules foudroya presque à bout portant. Mais les perdrix royales s'étaient envolées dans une légende, où elles sont restées depuis. Sans aucun doute par peur de Joseph, dont l'auréole en fut agrandie. Installé sur cette gloire, il était devenu redoutable. Le succès fait souvent le talent. Persuadé que désormais il ne pouvait manquer le coup du roi, il réussissait en toute occasion, et avec une si parfaite aisance que l'oncle Jules finit par dire « Ce n'est plus le coup du roi, c'est le coup de Joseph ». Mais lui-même restait inégalable pour tirer en cul, disait-il, tous les fuyards, lièvres, lapins, perdrix et merles, qui ne fuyaient pas sans raison et qui tombaient foudroyés au moment même où je les croyais hors d'atteinte. Nous rapportions tant de gibier que l'oncle Jules en fit commerce, et qu'il en paya, aux applaudissements de toute la famille, les 80 francs du loyer. J'avais ma part dans ce triomphe. Parfois, le soir, à table, mon oncle disait « Ce gamin-là vaut mieux qu'un chien. Il trotte sans arrêt de l'aube au crépuscule. Il ne fait pas le moindre bruit, et il devine tous les gîtes. Aujourd'hui, il nous a lancé une compagnie de perdrix, une bécasse et 5 ou 6 merles.
Il ne lui manque plus que d'aboyer. Alors Paul aboyait admirablement, après avoir craché sa viande dans son assiette. Pendant que tante Rose le grondait, ma mère me regardait rêveuse. Elle se demandait s'il était raisonnable, avec de si petits mollets, de faire chaque jour tant de pas.